Des représentants de la République démocratique du Congo et ceux de la coalition AFCM 23 ont signé ce samedi à Doha un document de principe devant donc conduire à un accord de paix dans l'est de la République démocratique du Congo. Cette signature a été scellée à Doha, la capitale de l'Émirat du Qatar, et l'Union africaine a publié une déclaration exprimant sa satisfaction pour ce document. Le président de la commission de l'Union africaine, Mamadou Ali Youssouf, a déclaré que ce document constituait une étape majeure vers la paix dans l'est de la République démocratique du Congo et donc dans toute la région des Grands Lacs. L'Union africaine a également remercié tous les donateurs qui ont contribué aux négociations entre les deux parties, les États-Unis, le Qatar, la communauté de l'Afrique de l'Est et la communauté des États de l'Afrique australe. Ce samedi donc, après ces grands événements, maintenant, nous allons recevoir Tite Gatabazi, journaliste et analyste. Bonjour pour un décryptage. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie pour l'invitation. Alors Tite, que prévoit concrètement la déclaration de principe de Doha concernant donc le rétablissement de l'autorité de l'État de la RDC et la sécurité? Et Doha, on va dire, Abemous Doha, on arrive au bout d'un processus qui a été très difficile, où on a eu des étapes, les délégations ont dû faire des allers-retours sur Doha. Et aujourd'hui, on signe la déclaration de principe. Ça veut dire qu'on donne, on acte un cadre où on reprend les points sur lesquels les deux délégations ont discuté. Et il y a des priorités dans la déclaration de principe. Cessation des hostilités, ça va de soi. Ils sont à Doha parce qu'ils s'est tapé dessus, même si c'était à l'avantage de l'AFCM 23, mais la partie gouvernementale était aussi en guerre. On arrête les hostilités, on fait tout pour rapatrier les réfugiés. Il faut libérer les 700 prisonniers officiellement connus qui sont prisonniers à Kinshasa pour délit de faciès, des Tutsis congolais qui n'ont commis que le seul crime d'être Tutsis. Et donc le gouvernement congolais s'engage à ne plus faire usage du discours de haine, ni de l'alimenter directement ou indirectement. Et après, il y aura cette fameuse rhétorique sur le rétablissement de l'autorité de l'État, dont les détails feront l'objet des prochaines discussions. Parce que l'autorité de l'État, de quoi parle-t-on? On parle de la gouvernance. On parle de la gouvernance. De la République démocratique du Congo. On sait trop bien qu'en 1990, la conférence nationale souveraine a acté la faillite de l'État zaïrois. Ça veut dire que la gouvernance était quasi inexistante, mais ça remonte aux années Mobutu. Depuis les années 80, la décennie 80, l'État avait abandonné les populations. Il n'y a plus de services publics en République démocratique du Congo. La population n'a pas accès aux services minimums. Pas de santé, pas de route, on ne va pas reprendre toute la litanie sur le Congo. Et donc, le rétablissement de l'autorité de l'État, il ne faudra pas s'y méprendre et rentrer dans le jeu comme ça de l'intégrité du territoire. Personne n'a jamais pris 1 centimètre du territoire congolais. Le drapeau congolais flotte dans toutes les zones libérées par l'AFC M23. Partout où ils vont sensibiliser la population, ils chantent d'abord l'hymne du pays. Oui. Et donc, il ne faut pas tomber dans ce piège de rhétorique. La discussion portera dans les jours à venir, et ils se sont donné un calendrier, sur la gouvernance du pays. Comment la République démocratique du Congo, avec
c'est 2 345 000 km², avec plus de 450 communautés. Comment ce pays peut et doit être gouverné? Oui, sur ce point de gouvernance, Tite, alors pourquoi alors cet accord suscite-t-il des interprétations contradictoires, donc notamment sur la légitimité du M23 comme partie prenante sur les modalités de restauration et tout ça? Parce que Kinshasa nous a habitués à faire dire à des accords qu'ils signent tout le contraire de ce qui a été dit. On a vu Nairobi, on a vu les tergiversations à Luanda, on a même vu la campagne médiatique organisée contre les accords de Washington. Et donc, chaque fois qu'ils sortent d'un accord, on sait qu'ils vont dire tout le contraire, on sait qu'ils vont dire ce qui n'est pas dans le texte. Tous les textes signés par Kinshasa sont vidés, et à la fois de la lettre et de l'esprit du texte. Et donc, Doha ne fait pas exception. Mais d'une part, ça peut faire exception parce que maintenant, c'est d'ordre interne. Et bien évidemment, les contingences internes pèsent sur tous les accords que signe le gouvernement congolais. On essaye, qu'est-ce que vous voulez, de faire plaisir, on va dire, aux fan clubs. Mais on parle à qui? Ils se parlent entre eux. Ils veulent montrer qu'il y a une victoire diplomatique. Tant mieux si ça bénéficie aux Congolais. Ils veulent dire qu'ils s'inscrivent. On va dire, allez, on va prêter ça à Mouyaya pour une fois. L'accord de Doha rentre dans la vision du chef de l'État. En gros, ça ne repose sur rien. L'accord de principe va permettre au moins le cadre dont je viens de parler, les éléments qui sont répertoriés et qui vont faire maintenant l'objet de discussions sur le fond. Par exemple, les causes profondes des crises récurrentes à l'est du Congo n'ont pas été évoquées à Doha. La priorité, on nous dit, c'est la cessation des hostilités, la libération des prisonniers, le gouvernement arrête le discours de haine et le rapatriement des réfugiés. Si ça c'est fait, ce sera un grand pas. Les causes profondes. Avant de revenir sur les causes profondes, alors, est-ce que cela, en termes de reconnaissance de M23 comme acteur légitime dans l'accord, est-ce que ça va impliquer son inclusion future dans les structures de l'État? Dans les revendications du M23, je n'ai jamais vu, nulle part, ni par écrit, ni dans les conversations que j'ai eues avec les uns et les autres, et la demande d'intégrer les institutions de l'État. Ils revendiquent la nationalité congolaise au même titre que les 100 millions de Congolais que compte ce pays. Ils demandent que le gouvernement congolais arrête de persécuter les Tutsis congolais pour ce qu'ils sont. Ils demandent le rapatriement des réfugiés Tutsis congolais qui sont dans les pays limitrophes. Alors, cette façon de dire, on a vu ça dans les discours de Kinshasa, les Tutsis congolais, c'est des infiltrés. Les Tutsis congolais veulent être intégrés au sein des FARDC. Ils leur ont rappelé plusieurs fois que c'est des dissidents des FARDC. Et alors, si ça commence par dire ils veulent avoir des postes, ça n'est ni dans la démarche de l'AFCM 23, ni dans l'esprit des revendications. Et donc, la rhétorique de Kinshasa va plutôt évoluer. Ils vont arrêter le discours de haine. Ils vont arrêter de dire que les Tutsis sont des infiltrés. Ils vont arrêter que ceux qui sont allés à Doha ou qui sont restés à Goma se sont battus pour obtenir des postes. Non, pas du tout. C'est une question de droit et des droits humains. C'est une question de dignité et la dignité de toute une communauté, les Tutsis congolais. On n'est pas là sur des spéculations de qui va devenir ministre, qui va devenir député, pas du tout.
Alors là, on a réalisé sur les réseaux sociaux, bien sûr, sur X, donc sur Twitter, on a vu que juste après la signature, il y avait le porte-parole qui avait partagé sur son compte Twitter, et il y avait plusieurs commentaires, genre ils sont en train de mentir. Est-ce que ça vraiment, c'est quoi la cohérence? Déjà, votre commentaire après son post. Bon, ça fait quelque temps que le pauvre ministre Mouyaya, porte-parole du gouvernement, est en difficulté. Parce que sur leur propre médias... Moins d'une heure après la signature. Oui, ils ont fait ça, j'ai dit, avec Washington. Mais il faut regarder les difficultés qu'il a eues sur Top Congo. Top Congo, c'est une radio congolaise de Kinshasa. Quand le journaliste lui demande mais de quoi discutez-vous avec ce que vous appeliez les pantins? Il n'avait pas de réponse. Il n'y avait pas de réponse. Et donc, aujourd'hui, qu'il commente, qu'il tire sur les cheveux pour essayer de dénaturer à la fois le texte de Doha, pour essayer de contredire l'esprit de cette déclaration de principe, on va dire qu'il est dans son mauvais rôle et que ce sera plutôt à lui et aux autres membres du gouvernement d'évoluer avec le temps, avec les circonstances. Vous êtes expert en matière de la région des Grands Lacs et vous êtes analyste politique. Alors si en moins d'une heure il y a eu des accords et après, dans moins d'une heure, il y a cette réaction, est-ce que quel est l'avenir en termes de discours de haine? Parce que c'est lui qui était censé encourager à arrêter ces discours de haine. C'est quoi l'avenir? L'avenir, c'est que dans la déclaration, il est prévu des mécanismes qui protègent à la fois la déclaration et qui incitent les partis à avoir des mécanismes, on va dire, de contrôle et documenter tout ce qui sera violation de ce texte. Parce que ce texte, c'est le premier. Nous en aurons un autre, ils ont donné un chronogramme qui va s'atteler sur les points, mais les points au fond. Alors, aujourd'hui, moi, je ne veux pas jouer les oiseaux de mauvais augure. Je me réjouis que cet accord aboutisse après 3 mois de difficultés. Je me réjouis que ce cadre soit obtenu et que finalement, les revendications d'abord du M23, ensuite de la coalition AFC M23, soient reconnues, acceptées et légitimées par le gouvernement congolais. Le rôle majeur appartient aujourd'hui au gouvernement congolais. Non seulement de changer de discours, mais changer aussi de méthodes. Arrêter la manipulation de la population et passer aux choses sérieuses parce que les Congolais ont vraiment souffert depuis trop longtemps. Merci beaucoup. On termine sur cette bonne note de réjouissance de ce pas franchi et on espère le meilleur pour l'avenir. C'est moi qui vous remercie, Amandine.